Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous savez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. En tout cas, cette fraîcheur, on va tenter de vous la faire parvenir ce matin à travers, bien sûr, notre programme, nos invités et surtout notre transition. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace Brise d'été. Bonjour d'Algérie, bien sûr, à la version estivale. Nous allons vous accompagner durant 1h30 avec, bien sûr, des thématiques très intéressantes. On va commencer avec la rubrique Mosaïque avec Nassiba Djaidir et son invité. Elle nous fera un gros plan sur l'espace artistique Medina Mood. C'est un nouvel espace qui va vous accompagner, bien entendu, à travers, bien sûr, le savoir-faire de nos artisans. Et puis, on aura aussi le plaisir de découvrir donc aussi les 5 lauréats qui ont été primés à l'occasion du concours national organisé conjointement par l'établissement public de la télévision et le secrétariat d'État chargé de la production cinématographique. À cet effet, nous aurons un des membres du jury. Il s'agit de Mehdi Ben Aïssa pour nous parler de cette belle aventure. Et puis, on aura aussi Samira Hadjamar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle va nous parler, bien sûr, d'un phare qui a beaucoup marqué l'histoire de notre pays. C'est le Penon d'Alger. On va le découvrir à travers elle, à travers donc des images et surtout l'histoire de ce phare. Et puis, on terminera l'émission avec Kahina Amraoui, qui est responsable de la Web TV. C'est un nouveau média des jeunes pour les jeunes, dédié à la jeunesse. C'est dans le cadre aussi de la formation, dans le domaine de l'audiovisuel. En tout cas, ce sont des jeunes qui touchent un petit peu à tous les domaines, culture, sport, loisirs. Vous allez découvrir avec nous de jeunes, donc talentueux journalistes qui apprennent et apprivoisent les médias. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et on va commencer tout de suite avec une belle musique et une belle chanson signée Mohpako.
Paco, on va accueillir bien sûr Nassiba comme il se doit, comme chaque jour où elle nous parle donc de mosaïque et d'art et bien sûr de belles choses. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Avec bien sûr ces étés chauds, cet été chaud, mais là, cet été où on parle de crise sanitaire, c'est vrai? Absolument, c'est pas évident, mais bon, on essaie de s'arranger. Je vous propose que, par exemple, aujourd'hui, je propose une belle randonnée colorée dans une galerie qui a ouvert ses portes il y a quelques temps de cela. Et avec nous pour en parler, Jaziel Morfi, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci. Une nouvelle aventure a commencé il y a peut-être 2 ans de cela. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Oui. 1 an et demi, je dirais. C'est ça. Après Bouffée d'art, oui, vous êtes Medina Mood, c'est la Mood. Continuité de Bouffée d'art, effectivement, puisque c'est un espace galerie où j'expose les mêmes artistes et d'autres, des nouveaux. J'aimerais en citer quelques-uns. Bourdine, Gita, Shegran, Youssef Hafid, Hassisen, et plein d'autres. Il y a de très jolis tableaux à voir chez vous, ça on peut le dire. Vous avez eu l'occasion de visiter. De visiter. Et puis vous avez donné aussi, le choix aussi à des artisans de pouvoir venir exposer dans votre espace. Alors, je ne les expose pas vraiment, je vais aller les voir et je travaille avec eux. On travaille comme ça en collaboration puisque je vais maintenant leur dessiner un peu l'objet que je voudrais un peu avoir dans cet espace. Concept Store maintenant, puisque c'est Concept Store en fait. Absolument, puisque on trouve de l'artisanat d'art, j'insiste, parce que l'artisanat est un art à part entier. Tous ces travaux manuels qui se perdent maintenant, on essaie comme ça de les mettre en avant un peu plus. Les valoriser surtout. Et une façon aussi de mettre en valeur le riche patrimoine culturel algérien, puisque c'est entre tradition et modernité. Donc on trouve, il y a de la peinture et il y a de l'artisanat d'art. C'est ce que vous appelez aussi, c'est un petit peu votre nouveau concept et la nouvelle politique de la galerie. Parce qu'auparavant, vous avez ouvert la galerie Bouffée d'art, qui se trouvait à Résidence. Et il y avait des ateliers et une galerie où... C'était aussi un concept différent. Tout à fait. Par laquelle sont passés de grands noms de la peinture algérienne. Exact. Il y en a pas mal qui vous sont restés fidèles et qui continuent dans la continuité. On peut dire que c'est dans la continuité. Concept Store, Medina Mood, c'est le nouveau concept de la galerie, donc une nouvelle aventure. L'artisanat, la peinture, quoi de plus agréable quand ça se mêle et s'entremêle? Oui, nous avons essayé d'allier les deux et ça plaît bien. Les deux sont complémentaires. Effectivement, on propose beaucoup de céramique, vannerie, poterie, dinanderie, tissage, etc. C'est un espace comme ça un peu hétéroclite où effectivement... Le pop art aussi, qui fait aussi son apparition chez nous également. Exact, oui, entre autres, bien sûr. Et il y a eu la photographie aussi un certain temps. Oui, absolument. Vous étiez venu d'ailleurs. Des photographes de renom quand même, qui sont passés par votre galerie à l'ouverture. C'était à l'ouverture. À l'ouverture, toujours. Donc c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. On y trouve un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Il faut fouiner, il faut vraiment fouiner. Vous êtes passé par cette galerie, donc vous en savez quelque chose. Il faut fouiner, il faut tourner, visiter, découvrir. Et puis chacun son goût, à chacun son goût, sa bourse. C'est absolument. Et c'est unique, c'est-à-dire ce sont donc des objets pratiquement uniques qu'on pourrait retrouver chez soi, qu'on voudrait offrir et bien sûr apporter une identité, bien sûr, d'Algérie par exemple, ailleurs, offrir. Personnalisé. Toujours, on tient à ce qui est, si on veut dire, une petite touche locale. Algérienne, berbère, bien qu'on essaye
d'être à jour, de mettre les choses au goût du jour, parce que maintenant, les jeunes ou même les moins jeunes aspirent à avoir des choses quand même modernes. Originales, modernes. Voilà, mais en essayant de garder comme ça un petit esprit, un petit esprit berbère parfois, et ça plaît bien. En fait, ça reste bien ancré dans le terreau culturel algérien. Ce sont des objets. Et vous allez comme ça à la rencontre, comment que ça se passe avec les artisans? Vous allez à leur rencontre ou de bouche à oreille, on vient vous voir? Ça se passe comment, Jazzy El Morsi? C'est ça. Alors, je vais les voir, je vais aller les dénicher, ces artisans, parce que je vous disais tout à l'heure que tous ces métiers manuels, tous ces artisans, il y en a de moins en moins. Et je vais à leur rencontre quand ils sont pas très loin d'Alger. J'aimerais comme ça aller dans le sud, aller à l'est, à l'ouest, parce que l'artisanat est très riche, différent de région en région. Et parfois, effectivement, on va venir me voir, on va me contacter, me solliciter, et voilà, on essaie comme ça de... Vous avez une très belle collection de tapis algériens les tapis, c'est juste magnifique, de parce que notamment de Rabdaya, entre autres, Khanchla, les tapis Babar. Alors vous savez, c'est des vieux tapis magnifiques, avec des motifs, couleurs, des motifs. Quand on regarde ces tapis, on s'en étonne, parce que ces tapis-là ont été faits par des petites mains, des petites femmes, et quand on voit qu'il y a une espèce de symétrie, c'est juste magnifique. C'est minutieux, c'est un travail de patience, beaucoup de rigueur, beaucoup de doigté dans les mains. Absolument. J'ai pu aussi découvrir, j'ai eu le plaisir de découvrir les babouches aussi personnalisées. Vous avez travaillé avec l'artisan, vous donnez une touche absolument. assez moderne. On va les voir tout à l'heure dans le reportage, en fait. Exact. Voilà. On va le voir d'ailleurs tout de suite. On va aller visiter cet espace où on retrouve toutes choses qui nous rappellent bien sûr notre patrimoine, avec bien sûr le travail de nos artistes peintres également. On y va à travers bien sûr gros plan sur cette galerie et surtout cet espace Medina Mood visité par notre amie Nassiba Djaidir. J'ai mûri
depuis, enfin, ça fait déjà un petit moment. Ça me tenait à cœur de mettre en avant les travaux manuels qui se perdent de plus en plus malheureusement. J'ai voulu rapporter ma pierre à l'édifice et comme ça encourager les artisans, les faire travailler davantage, tout en modernisant quand même ces objets-là artisanaux, les mettre au C'est un concept store qu'on retrouve un petit peu partout aujourd'hui. C'est aussi chez vous, mais beaucoup aussi donc, de personnes qui ont ce savoir-faire de pouvoir allier l'artisanat, l'art et l'artisanat d'art, comme vous le disiez. Et la peinture. Et la peinture. Et en parlant peinture, justement, Amel, une pensée ce matin pour Stambouli qui nous a quittés il y a quelques temps de cela, même pas un mois, et qui avait exposé l'Ayahmou chez vous, c'était l'an dernier, 2019. C'était la dernière exposition de Stambouli. Exact. On a pu voir ses peintures. On va demander peut-être à Nassima de nous faire passer d'autres images peut-être. Voilà. Vous étiez venue, Nassima. Alors ça c'est une des peintures et j'avais assisté au vernissage et c'était la dernière fois où j'avais rencontré Stambouli. Stambouli, un artiste au parcours riche, imposant, un artiste qui aura marqué de son empreinte la peinture algérienne. Et qui est passé par les Beaux-Arts, qui avait fait l'école supérieure, qui est passé par l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger et qui avait enseigné aussi à l'école régionale des Beaux-Arts de Mostaganem. Il était l'un des cofondateurs de cette école. De cette école. Avec Hachmi Amar. Absolument, qui nous a quittés il y a un mois. Et sa dernière exposition, c'était à Bouffée d'Art, au niveau de la résidence Sahraoui. Absolument, il y a tout juste une année. C'était juin 2019, si mes souvenirs sont bons. Exact. 2019. Je l'avais sollicité pour une
expo solo parce que j'ai eu à l'exposer en collectif et c'est vrai que sa peinture est très particulière. C'est un artiste un peu fou parce qu'il est... alors c'est un artiste à part entière, comme je disais. Assez original. Il a fait du théâtre, il a fait du chant, il a fait de la danse à Paris. Ça se ressent à travers sa peinture. Absolument. Beaucoup de graphisme dans sa peinture. Le graphisme de sa peinture est un peu un mélange d'art primitif, symbolisme. L'Afrique est bel et bien au cœur de sa peinture. Il revendique beaucoup cette africanité. On retrouve tout à fait. D'ailleurs, dans ses anciennes peintures, on retrouve beaucoup cette palette de couleurs terriennes, un peu dans les ocres rouges, ocres jaunes. Et pour cette dernière exposition, il nous a proposé une nouvelle thématique. Alors c'est ce qui est magnifique chez cet artiste, c'est qu'il se renouvelle. Il se renouvelle à chaque fois. C'est pas un artiste qui stagne. Il nous a proposé tout en une nouvelle... ayant, sa touche personnelle, parce qu'on peut reconnaître les œuvres de Stambouli parmi je ne sais combien d'œuvres d'art. Absolument, il a une personnalité, une empreinte bien à lui. Sur sa dernière exposition, il s'est beaucoup inspiré de dessins d'enfants, comme il l'a dit. Et cette exposition... On a l'impression que c'est du collage aussi, un petit peu. Oui, absolument. Il y a des techniques mixtes et du collage. Tout à fait. Et puis il nous disait, bon, moi je m'amuse, quand je peins, je m'amuse. Tout est absolument. Et je l'ai eu une semaine avant son décès. Il voulait vivre encore, il voulait se battre. Il s'accrochait à la vie, malgré sa maladie. Il m'avait promis de retravailler, de réexposer à la galerie, mais le destin, on a voulu autrement. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses enfants. On se joint à vous aussi pour présenter nos condoléances. Voilà, sa petite dernière, Hadil. Et je leur souhaite sbar. Et en tout cas, leur papa a laissé... un travail qui restera indélébile parmi bon nombre aussi d'artistes algériens, d'artistes contemporains aussi, qui ont marqué par leur travail, n'est-ce pas? Il a laissé derrière lui un legs précieux, je dirais, aux générations futures. Absolument. Donc on n'est pas prêt d'oublier Stambouli, il restera dans nos cœurs, Djazia El-Morfi. Alors, entre autres peintres, donc là, vous avez quand même les œuvres accrochées, il y a les œuvres de Stambouli qui sont accrochées donc, dans votre galerie, à Medina Mood, une partie de sa collection. Il y a aussi d'autres peintres de renom qui exposent chez vous. Il y a Monsef Guita, il y a d'autres peintres. Alors Valentina Ranem, il y a aussi Youssef Hafid. Youssef Hafid, Chegran. Enfin, en ce moment, j'ai accroché Bara et plein d'autres. Après, moi, j'aimerais comme ça profiter de l'antenne pour lancer un appel aux artisans, aux artistes, nous contacter sur les réseaux sociaux pour essayer... Encore une fois, avoir une large gamme de savoir-faire typiquement algérien. Exact. Vous avez un site Alors, pas de site encore, mais nous sommes sur Facebook, Instagram, c'est Medina Mood Concept Store. Nous sommes à Hidra, à la rue Al-Arbi Aliq, Paradou. Voilà, juste à côté de l'ambassade de Suède, pas très loin. Exact. En tout cas, c'est de très belles choses qu'on peut aller découvrir et faire connaissance aussi avec certains artistes qui pourraient être dans cette galerie quelquefois. Oui, ils viennent nous visiter souvent, effectivement. Et c'est aussi un lieu d'échange. Vous y apportez aussi votre touche aussi personnelle. Ce que vous portez, c'est fait par vous. Vous travaillez avec des couturières. Exact. C'est très joli ce que vous portez. Très joli. Merci Nassiba. Effectivement, je vous disais tout à l'heure en antenne que je m'éclatais un petit peu à faire ce que je n'ai pas pu faire avant. Et donc vous dessinez vos modèles? Oui, ça m'arrive. J'avais pris, vous savez, des cours de peinture à l'époque. Oui, puisqu'il y avait les ateliers. Oui, absolument. Et aujourd'hui,
voilà, ça y est. On propose pourquoi pas, Bien voilà, sûr. apporter... Il suffit de s'y mettre. Exactement. Il y a des bijoux, il y a donc des vêtements, il y a de la tapisserie, il y a donc de la maroquinerie, Ouais, il y a vraiment de la dinanderie, il y a un petit peu de tout le savoir-faire. Des livres, très belles, voilà. oui. Et des tableaux, bien sûr, de nos artisans. En tout cas, on a fait un gros... très bien. Oui, on a adoré le concept. Et en tout cas, c'est aussi une façon de revisiter tout notre patrimoine d'ici, de tout le pays, bien entendu. Toutes les régions d'Algérie, Sont représentées. c'est l'Algérie dans ses ambiances, ses traditions, ses coutumes, qui est représentée un petit peu dans votre galerie au travers de l'artisanat d'art et de la peinture. Bravo en tout cas, merci d'être venu nous en parler. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir, Jazia. Merci à vous. Bon courage et à très bientôt. Nessiba, merci pour ce gros plan. Je vous en prie, Amel. Et on se retrouvera, on continuera en tout cas à faire d'autres gros plans à travers donc soit des portraits, soit bien sûr des galeries, puisque certaines galeries réouvrent aussi au fur et à mesure. Sur l'artisanat, sur la peinture, il y a réouverture des galeries au fur et à mesure, parce que bon, avec le confinement, il y a eu fermeture pendant un temps. Maintenant, c'est la réouverture, donc on aura le plaisir de vous faire découvrir d'autres galeries avec d'autres concepts. Parfait, ben, merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. On va continuer notre programme. On va vous inviter surtout tout de suite à aller découvrir un autre savoir-faire, celui donc de la fabrication et surtout le montage de bijoux, un art particulier avec Souhila Taleb qui, elle, fait des bijoux à base de fils de cuivre et c'est Nourhouda qui l'a rencontré pour nous regarder. De fils de cuivre en perles semi-précieuses, Madame Souhila Taleb donne une âme à des bijoux fantaisie, de quoi ravir la féminité, la beauté et la grâce. Cette passion est née des entrailles d'un long voyage chargé d'émotions et des mains en cuivre. Depuis 2011. Et en vérité, j'ai découvert la pierre au cours d'un voyage. L'île de Vancouver, une vieille femme qui est aussi une passionnée de la pierre et qui aussi travaillait la pierre, mais la manière justement, le fil qu'elle utilisait, je me disais on peut faire ça encore un peu mieux. Comme je suis très manuelle, j'ai commencé. Vous avez bénéficié d'une formation particulière ou c'est venu Non, comme ça, au feeling, comme ça, oui. Vous êtes autodidacte? Autodidacte, absolument. Le cuivre est un métal pur de couleur rouge. Son état d'alliage peut lui conférer plusieurs tons et nuances, ce qui donne d'ailleurs un choix multiple dans les bijoux au niveau des couleurs. Il est résistant à la corrosion et très malléable. Cependant, un savoir-faire dans la technique de fabrication s'impose. Justement, pour la pierre, c'est au feeling. Je prends un bout de fil, je prends ma pierre et puis j'avance. Maintenant, quand il s'agit d'un bracelet, quand il s'agit d'une bague comme ça, quand il s'agit d'une paire de boucles, c'est différent. Le travail, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous appelez le travail, c'est autre chose? Il faut être encore un peu plus... C'est-à-dire, il faut structurer. Il y a des règles à respecter. Comme une bague, bon, il faut aussi savoir la fermer, la bague. Un bracelet, c'est la même chose. Bon, on peut faire les bracelets comme les manchettes, c'est un peu plus facile, mais quand c'est un bracelet, il faut un fermoir, Mais quand c'est une pierre, libre cours. Pour l'épaisseur, on a du fil, bien sûr, des gabarits, des calibres plutôt. Il faut toujours 2-3 calibres pour faire quelque chose. À partir de 2, on peut faire quelque chose. Un calibre ne suffira jamais. Pour faire un bracelet, il faut du fil épais. Et après, avec le fil fin, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des motifs. Pour une bague aussi, et puis bien sûr, le fil, il est sur plusieurs, c'est-à-dire 4-5 fils pour faire quelque chose, pour faire un bracelet. Minimum pour un bracelet, c'est minimum 5 fils. Et puis on arrive jusqu'à 10, 12 longueurs. Une bobine de fil ne porte pas 12 longueurs. Il faut au moins 2 bobines. Souhila est étroitement soutenue par Wael et Younes, ses enfants. Croyant fortement à la passion de leur maman,
Ils constituent le socle sur lequel elles s'adossent. Chacun s'adonne à une tâche particulière. Ils croient grandement et voient dans l'horizon une entreprise familiale. Pourquoi pas? J'ai dit c'est bon, on va lancer. Parce que j'ai vu en fait il y avait beaucoup de personnes qui avaient adoré ces produits. J'ai dit on va lancer, on perd rien. C'est faut le faire. Voilà. Donc j'ai fait un naming, donc j'ai créé le nom de Le Mondain. Je lui ai créé le logo et on a lancé la page Facebook et Instagram et on a commencé à faire des photos. Donc on est dans notre famille, on est très proche de notre maman. Donc on l'aide dans à peu près tout. Donc moi spécifiquement, je l'aide tout ce qui est événementiel, tout ce qui est achat, approvisionnement, que ce soit pierre, que ce soit aussi cuivre, autre chose. Donc je me déplace avec elle pour que ce soit, comme je vous ai dit, tout ce qui est achat, vente, même je modère la page avec eux. Associant élégance, spiritualité et bienfaits thérapeutiques, le cuivre est bel et bien connu de par de nombreuses civilisations antiques et continue à faire ses miracles aujourd'hui et sur les générations futures. Voilà, donc du savoir-faire, de l'artisanat et du bijou. On va passer à l'audiovisuel et pour découvrir surtout les lauréats donc, du concours national organisé conjointement par l'ENTV, l'établissement public de télévision algérienne et le secrétariat d'État chargé de la production cinématographique. Eh bien, à cet effet, nous avons le plaisir de recevoir Mehdi Menaïssa. Bonjour. Mehdi, bienvenue. Merci de l'invitation. Comment ça va? Très bien, merci. Marhaba bik. Alors vous êtes, on peut dire que vous êtes vous-même membre du jury donc, de cette belle aventure, de ce concours. Exactement, avec mes compères. Oui, on va les citer d'ailleurs. Vous êtes aussi consultant et conseiller dans le domaine de l'audiovisuel, c'est cela? Et on vous a reçu plusieurs fois sur notre plateau. Vous étiez venu nous parler donc, de beaux projets, particulièrement dans le domaine de l'écologie. C'était le beau bateau il y a très longtemps, la Méditerranée, Tara Océan, tout à fait. C'était une belle aventure celle-ci, encore une fois. Oui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Bien sûr, l'Algérie vue du ciel. Mais il y en a eu d'autres, oui. L'Algérie vue du ciel, c'était magnifique. C'était magnifique, encore une fois. D'ailleurs, ce sont des projets qui vous ont toujours captivé, intéressé. Vous avez partagé avec, bien sûr, tous les Algériens et même au-delà, hein, même ailleurs. Et aujourd'hui, vous restez dans cette belle optique, c'est de faire découvrir son pays à ces jeunes. Oui, en fait, c'est un concours qui met la photographie au cœur de la démarche, parce que nous sommes plusieurs à considérer que la photographie, dans le monde d'aujourd'hui, où on est surexposé aux réseaux sociaux, à la télévision, à Internet, est un premier élément, une bonne base de l'apprentissage, de la lecture et donc de la critique. C'est ça. Donc, effectivement, à l'occasion du 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse, on a lancé la télévision a lancé un concours. Je suis membre du jury avec Monsieur le Président. Monsieur Houssine Zaourar, bien sûr, et Monsieur Zaidi El-Afir, qui aussi, ce sont donc des photographes. Ce sont de grands photographes confirmés, qui ont leurs pattes et leur regard surtout. Nous avons reçu, alors on l'a annoncé assez rapidement, plus de 2700 photographies, ce qui prouve qu'il y a un regain de la possibilité de prendre de la photographie grâce au téléphone notamment, que je ne critique pas. Je trouve que c'est une très bonne solution. Vous savez, la photographie avec le téléphone, ça me fait rappeler les grandes discussions d'il y a 20 ans quand les gens disent « Ah non, c'est pas du cinéma parce que c'est pas du film, c'est de la vidéo ». Ce qui compte, c'est de pouvoir prendre une photographie car le plus important, c'est de composer sa photographie et construire ce regard. Immortaliser un moment, déjà. Ce qui est important à la photographie, c'est parce que vous voyez, c'est surtout comment elle a été faite. Et donc là, sur ces 2700 photographies de tout le pays, deux photographes de tout âge, nous avons sélectionné quelques-unes qui feront l'objet d'un tirage, d'une exposition dans les médias. Ce sont les conditions, hein? Oui, c'est pas voilà, c'est un peu le prix, et surtout, elles seront visibles à la télévision, donc elles auront une audience un peu élargie. C'est ça. Avec l'idée de consacrer à la photographie en télévision plus d'espace tout au long de l'année prochaine. Tout à fait. Alors, ça a été l'occasion pour donc, ces photographes en herbe, on va dire. Peut-être que pour la plupart, ce sont donc des amateurs, des gens qui n'ont jamais pris de photos, ils n'ont pas eu un appareil photographique entre les mains. Pour d'autres, si.
Par contre, ça a été l'occasion pour eux donc d'être visibles et d'être jugés par donc, des membres du jury, mais pas que, par les internautes aussi. Alors, c'est eux qui ont voté pratiquement aussi. Amateurs ou pas, oui. Je ne saurais pas le dire. On ne sait pas. Parce ça que, reste... Non, c'est l'avantage. Oui, c'est l'avantage. Nous recevons une photographie et nous en faisons l'évaluation. Ce n'est pas un jugement, c'est une évaluation qui est liée d'abord à un thème. Peut-être qu'un photographe qui n'a pas été sélectionné est plus fort sur un autre thème. Tout à fait. Donc voilà, il faut rester un peu humble et ouvert là-dessus. Nous avons choisi les photos en les observant, en discutant, en essayant d'accrocher le thème, parce qu'on a reçu un peu de tout, hein, des gens qui ont photographié leur voiture, des gens qui ont photographié leur maison. Donc voilà, la photo aujourd'hui reprend une place après une grande perte, c'est-à-dire ce moment de transition où l'argentique est devenu un peu cher, parce qu'il fallait s'offrir un appareil dédié, et le numérique n'offrait pas encore des optiques et des capteurs qui rendaient la photographie réellement possible. Donc voilà, là on est arrivé à une maturité technique, et donc je dirais que l'artistique, la possibilité de prendre des photos est de nouveau une réalité. Alors, vous nous avez ramené donc, les 5 lauréats, donc, en fait, à travers leurs photographies. On va les voir quelques-unes. Là, on en a 4. On va les voir donc, les 4. De très belles photographies où on voit vraiment des paysages typiquement algériens. Alors, celle-ci, par exemple, qui est dans notre sud algérien. Alors, oui, je ne saurais pas vous commenter qui a pris cette photo, mais c'est les... Faites défiler. Oui, les couleurs, voilà, du sud algérien où on voit donc un paysage typique, magnifique avec cette coloration. Celle-ci. Alors, autant la photo du sud, on peut dire que c'est un paysage typique, mais celle-ci est assez particulière parce que la neige, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Oui. En Algérie, en Algérie. Quand on pense neige, c'est pas le ski qui aussi proche, hein, surtout quand on voit un mais là, train. vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une verdure et de la neige, et que le photographe est venu se positionner et a attendu le train. Donc c'est-à-dire qu'il y a une volonté de construire. C'est quelqu'un, à mon avis, qui vit dans cet environnement et qui a voulu... Donc il est parti composer cette chose avec un train, vous savez qu'on ne décide pas quand il passe. Exactement. Donc voilà. Et heureusement qu'il n'allait pas à grande vitesse par contre. Hein. Là, le photographe aurait eu qu'un fil. Non, vous auriez pu l'avoir. Ou 2 milliards. Ça, c'est une belle Fantasia. Un grand thème récurrent qu'on retrouve souvent, on s'en lasse jamais. Mais vous savez, la Fantasia, c'est facile parce que c'est très riche, c'est séduisant, mais c'est très compliqué. Parce que il n'y a pas plus difficile pour moi que prendre une Fantasia. Vous avez des animaux, c'est un paramètre compliqué, c'est un mouvement, vous avez de la fumée, vous avez quand même des cavaliers. Donc comment obtenir de tout ça quelque chose? C'est-à-dire que là, elle est un peu lointaine. Le vent. Non, ça c'est technique. Mais là, c'est comment la composer. Vous voyez, le premier plan, le cavalier, les vêtements. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas forcément au moment de prendre la photo et c'est après. Donc, je trouve que c'est une bonne base de travail pour un peu être pédagogique, je dirais. Et celle-ci, bien sûr. Ah ben ça, les couchers de soleil, ça commence. Bon, ça aussi, c'est le genre de photographie. Alors, vous savez qu'il va y avoir comme prix des sessions de formation. Et c'est le genre de photographie assez complexe parce que pour réussir un tel contraste, bon, là, vous le voyez en télévision, donc ce n'est pas le rendu réel. Hein, vous savez qu'il y a de la perdition. L'usage de filtres, de choses comme ça, permet un peu d'élargir ses possibilités, de mieux maîtriser la pure technique. Alors, ce sont donc des photographes de toute la région, toutes les régions d'Algérie. Vous les avez situés, ce sont des amateurs, ceux-là, ou pas? Alors, encore une fois, je ne saurais pas vous dire. Je pourrais vous dire qu'ils sont Est, Ouest et Centre, Sud. Maintenant, amateur professionnel, je n'aime pas beaucoup cette terminologie. Vous voyez, pour moi, un professionnel, c'est pas quelqu'un forcément qui a qui a une légitimité. Vous voyez, quand on fait des concours, vous êtes plus dans un rapport de légitimité à la photo. Le professionnel, c'est celui qui vit de son métier. Bon, le monde de la photographie, si vous avez quelques minutes, en général, c'est des gens qui aiment la photographie, ils en vivent grâce au photojournalisme et ils font des livres, des expositions en parallèle pour poursuivre leur chemin artistique. Grosso modo, c'est le modèle économique
d'un photographe. Qui, durant son parcours, aura forcément un jour vu sa photographie à travers, devenir célèbre, une de ses photographies. C'est ce qu'on lui souhaite, mais le photographe ne travaille pas forcément pour ça. Parce que d'abord, la photographie, par définition, elle est plus pérenne et que peut-être un jour, oui. Vous savez, les photos de la Deuxième Guerre mondiale, elles n'ont pas été célèbres 5 ans après, c'est peut-être 50 ans après. Donc, mais pour revenir un peu au modèle, c'est que vous avez le photojournalisme qui fait vivre économiquement le photographe qui peut consacrer du temps et des moyens, le développement, le tirage, renouveler son matériel qui est très coûteux pour aller dans des démarches plus artistiques. C'est pour ça que j'invite les usagers d'Internet, les journaux électroniques, la presse écrite à valoriser la photographie encore plus qu'ils ne le font. Évitons ces espèces de premières pages avec droit réservé, on ne sait pas qui elle appartient. Il faut respecter ce travail-là, ne pas aller chercher des photos sur Internet quand on prétend faire un site Internet ou un journal. Voilà, il y a des photographes, il faut qu'ils travaillent. C'est très difficile aujourd'hui, justement, rester dans la protection, bien sûr, de l'œuvre. Artistique et pouvoir aujourd'hui, quand on sait que toutes ces photos circulent, il y a un nombre infini de photos qui circulent sur Internet. C'est pas difficile. C'est pas difficile. La vraie question, c'est la propriété intellectuelle de l'œuvre. Est-ce que c'est important ou pas pour l'éditeur? Qu'est-ce qui m'arriverait si je vais maintenant chez un tabac journaux, je prends les journaux et je pars sans payer? Vous me ferez quoi? Ah ben, c'est un délit, c'est du vol. Très bien. Quand vous mettez une photo sans rémunérer le photographe, c'est du vol. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est juste que on ne devrait pas utiliser des photos libres de droit ou sur Internet alors qu'on a des photographes. Cette question-là doit être clairement mise sur la table. Débattue. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un métier à part entière. D'ailleurs, c'est pourquoi on n'a pas pu avoir nos photographes sur place, sur notre plateau, ni le président de jury, ni aussi monsieur Rafir Zaidi, qui sont en reportage d'ailleurs. Ils sont sur le terrain, ils sont occupés, donc le travail les a retenus. Alors, on va parler. Alors, on va rappeler aussi que les 5 vont bénéficier d'une formation, c'est cela? Oui. Qui va être donnée par qui? Par des photographes? Elle va être encadrée par des photographes et ensuite il y aura les tirages et les expositions itinérantes. D'accord. Il y aura donc les 2700 photos parmi ces 2700 photos. Parmi ces 2700 photos, il y en aura 50 qui feront l'objet de l'expo et il y aura 10 et 10 qui feront, je pense, objet de la formation. En plus des lauréats, grosso modo. Voilà. Ça dépend des moyens qu'on met en place, de l'organisation, de la disposition. Mais c'est ça, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif pour cette première édition. Nous allons renouveler plusieurs fois par an à des événements précis. C'est extraordinaire. Et, voilà. Alors, pour répondre aux critiques des gens qui disent « Ah, vous avez fait photographie de mon pays », bon, c'est un départ, c'est un début. Plus tard, nous ferons peut-être des thèmes différents. D'ailleurs, si les gens ont des thèmes à proposer, qu'ils le fassent sur le site de la télévision. Bien sûr. Et bien entendu, ça sera une exposition itinérante qui va voyager dans tout le pays. Exactement. Que ça soit donc des photos qui seront visibles, bien sûr, de chaque région d'Algérie. Ça sera magnifique, je pense. Et on est pressé de voir cette belle exposition. On est pressé. Et sinon, vous photographiez vous aussi quelquefois? J'ai commencé par là. J'ai commencé par la photographie. J'utilisais les appareils photo de mon père. C'est toujours... Bon, je ne suis pas un professionnel de la photographie, mais je le fais avec un immense plaisir. J'ai la chance de vivre dans un pays où il y a toute la nature, un espace infini pour cela. Voilà. En ce moment, c'est un peu difficile de sortir prendre des photos, mais c'est confinement oblige, bien sûr. Voilà, mais je suis plus j'aime beaucoup la photo familiale et la photo rurale. Peut-être que ça sera le thème retenu pour la prochaine fois. La photo familiale. Ça pourrait être. Ça pourrait être. Je ne le dis pas innocemment. En tout cas, ça a été l'objet d'un de nos reportages dans Bonjour l'Algérie où on avait immortalisé et mis en relief les photos qu'on prenait les jours de l'Eid à une certaine époque. Voilà, avec toute la famille. Et vous savez que l'Algérie, les Algériens ont beaucoup filmé en Super 8 dans les années 70 et 80, avant l'arrivée de la vidéo. Et je suis sûr qu'il y a des pépites chez les familles. Tout à fait. Moi, j'en ai récupéré quelques-unes. J'ai fait des télécinémas. Bon, c'est toujours des photos familiales un peu personnelles, mais il y a beaucoup de gens qui ont filmé
des choses un peu plus magnifique. ouvertes. On Voilà. est curieux donc de voir ça et de découvrir cela. Vous allez donc mener une autre aventure, celle donc de l'Algérie vue du cœur, c'est cela? Voilà. Ça sera donc plus, ça sera filmé peut-être? Alors c'est toujours filmé, c'est la suite d'Algérie vue du ciel. Oui. Alors, avec Algérie vue du ciel, on a eu des acquis. D'accord. Et grâce à Yann Arthus Bertrand, Yazid Tizi, on a fait un film qui nous a offert une exposition internationale. Ce film a été vu en Europe, en tout cas sur des pays à audience vérifiable, à peu près 4,2 millions de personnes. Si on ajoute les deuxièmes fenêtres, les fenêtres successives économiques, on peut ajouter un autre million. En Algérie, on estime à 5 millions, mais on n'a pas d'audience. Donc voilà, ça c'est-à-dire que vous regardez combien de gens ont vu un film qui commence par Algérie. Et qui parle de l'Algérie, voilà, à travers ces différentes facettes. On peut légitimement se dire « Ah, mais en tant qu'Algérien, j'en veux un peu plus sur mon pays ». Voilà pourquoi j'ai pris comme modèle ce qui m'a toujours façonné un peu, des films comme Home, des films de Cousteau, des films comme Earth, comme Planète Océan. Parce qu'il faut dire que vous êtes passionné aussi d'écologie, on le rappelle. Hein. De vivre sur Terre, c'est pas évident. Hein. Et donc, ces grands films mondiaux consacrés à la planète et donc qui ont dégagé des moyens énormes pour faire ça, ce qu'on voudrait faire, c'est la même chose à l'échelle d'un pays. Parce que nous sommes en déficit d'images, de documentaires, cinéma, je dirais ça, sur ce pays, notamment le littoral, la steppe, le Grand Sud, la végétation, l'archéologie, de l'eau, l'archéologie. Vous voyez, donc l'Algérie vue du cœur, c'est l'Algérie avec un peu moins du ciel, un peu plus du cœur, mais avec l'humain au centre. Donc vous allez voir, et c'est là où je m'appuie sur les scientifiques d'abord. Vous savez, ce genre de film, c'est beaucoup de préparation. Finalement, le tournage qui est énorme, c'est peu de temps. Mais c'est la préparation. Pourquoi? Parce qu'il faut parler à des dizaines de scientifiques, et faire des recherches, pour ensuite mettre en image les choses pour qu'elles soient d'abord spectaculaires, belles. Crédibles, surtout. C'est la base. Et donc, nous allons par exemple reproduire le désert il y a 20 000 ans. D'accord. Des choses comme ça. Wow. C'est colossal comme travail. Voilà, c'est à peu près, au jour d'aujourd'hui, on est en développement, c'est 2 ans de travail. Et donc, ça vous a, donc vous avez entamé donc, les choses. Avec la crise sanitaire, vous avez donc dû un petit peu ralentir. Non, parce que j'écris tranquillement à la maison. Donc moi, vous savez, mais la sortie sur le terrain, c'est sortie sur terrain, c'est autre chose. Ça après le confinement. Vous savez, quand vous filmez un pays comme l'Algérie, vous filmez à des saisons particulières. Donc c'est un tournage qui va durer peut-être 2 ans, 2 ans et demi, avec 6 mois de préparation pure et à peu près 6 mois d'écriture. Donc on est pressé de voir tout ça. Oh, vous avez le temps. En boîte, on a le temps. Mais j'espère qu'on sera toujours dit sur. Voilà, 2 semaines. Mais il y aura un format spécial pour la télévision. Très bien. Public. Inch'Allah. En attendant, on pourra quand même attendre la prochaine édition de ce concours national. Et vous viendrez pour nous en parler avec bien sûr le président donc, bien sûr de ce concours. Merci beaucoup Mehdi Benaïssa. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, bon courage à vous. Et puis nous on va continuer notre émission avec encore une fois vous faire visiter notre beau pays à travers donc cette boucle et on se retrouve juste après pour retrouver donc Samira Hadjamar.
parlant de beauté de notre pays, vous avez pu voir les images de la Kabylie, et surtout accompagnées en musique par, bien sûr, le grand Igor Bouchen. Encore une fois, nous rappelons notre patrimoine musical et surtout le chef-d'œuvre donc de ce monsieur. On l'accueille comme il se doit, c'est Samira Hadjamar, elle va nous faire voyager à travers sa rubrique Écume et patrimoine. Elle est là ce matin en super forme. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, parfait. Et toi? Vous êtes donc bien parés. Oui. On va dire un mot algérien, artisanaux. Typiquement algérien. Donc chez nous, c'est 100% algérien. Exactement. Alors je fais la présentation. Oui. Les boucles d'oreilles à l'effigie de Frida Kahlo, dont je suis passionnée, sont faites par Trio Craft. C'est une artisane algérienne, une jeune artisane. Le collier. Bravo. Tu devines ce que c'est, non? Ouais. Ça y est, moi je le sais, parce que vous me l'avez dit en coulisses. Ce sont des capsules de café recyclées. Exactement. Alors c'est tout un art aujourd'hui, le recyclage. Et bien sûr, vous allez nous faire un reportage très bientôt. Inch'Allah, j'aimerais beaucoup. Ça c'est juste pour la présentation, pour dire, quand on parle de notre pays, on parle donc de toutes ses facettes et surtout aussi du savoir-faire de nos artistes et nos artisans surtout. Hein, et l'artisanat se confond pour moi. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on tourne la page, on va parler bien sûr d'histoire de notre patrimoine et surtout des richesses qui en regorgent. Hein. Exact, il y en a plein, il y a des millions et des millions. Chaque semaine, vous venez, vous nous parlez et nous racontez soit une légende, soit un lieu, soit bien sûr qui nous rappelle notre histoire. Exact. C'est cela. C'est ça. Et là, on va à l'Amirauté, l'Amirauté d'Alger. Oui. On va parler du Pénon, le Pénon d'Alger, donc le phare qui se trouve au niveau de l'Amirauté. On le voit, il est magnifique. Ouais. Il a été célèbre, immortalisé par nos artistes aussi, dans le cinéma aussi. Exactement. Il y a eu le documentaire de millénaire chef-d'œuvre d'Algérie, civilisation musulmane de Bouabdallah, qui revient dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourra avoir un extrait dans un moment, allez-y. Un petit moment. Oui. Donc, on va situer un petit peu ce phare. Ce phare. Ça, le dater, surtout, mais on va commencer par le mois de janvier de l'année 1510 où le comte Pedro Navarre prend assiège Béjaïa au nom du roi d'Espagne. Au même moment, le même mois, la fin du même mois, les habitants d'El Jazaïr lui concèdent une petite île qui s'appelle Softla, où les Espagnols donc vont construire une forteresse. Cette forteresse va être en place, va régner donc sur la baie d'Alger à peu près 19 ans. Et aussi, au début, les habitants d'Alger étaient contents de les avoir. Au bout d'un moment, ils se sont fâchés contre les chrétiens. Ils les trouvaient un peu envahissants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel au frère Barberousse. Sur les célèbres frères Barberousse. Exactement. Grand marin. Exactement, grand marin, grand seigneur aussi. Alors, c'est d'abord Harouch qui vient. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est les îlots. Il faut savoir que avant, sur la baie d'Alger, il y avait 4 petits îlots. D'accord. Et ces îlots n'existent plus. Ils n'existent plus depuis. Ils ont disparu. Exactement. Non, ils n'ont pas disparu. Avec les débris de la forteresse qui a été détruite avec le temps par Khaldun, il y a eu un raccordement. Les îlots ont été raccordés entre eux. Ensuite, on va dire une ligne droite vers la baie d'Alger a été construite. Mais avant ça, il faut savoir que l'îlot était géré par un capitaine espagnol qui s'appelait Don Vargas. Ouais. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'ils empêchaient tout le monde de rentrer sur Alger et ils bloquaient tout le monde, ils faisaient régner leurs lois et tout. Donc, les habitants d'Alger font appel d'abord à Harouch qui essaye pendant 20 jours, il ne réussit pas, il s'en va. Entre-temps, il tue le roi d'Alger qui est Selim Ier, parce qu'il était tombé amoureux de Zafira, dernière princesse du royaume d'Alger. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Qu'on verra peut-être. Peut-être, certainement. Zafira est un personnage très intéressant, parce qu'elle a préféré se suicider, donc s'empoisonner, au lieu de céder aux avancées à la force, par la force, en fait, de Harouch, qui lui s'en va à Tlemcen plus tard. D'ailleurs, il mourra à Tlemcen lors de combats.
Et donc arrive Kherdin. Kherdin, lui, il essaie de négocier au départ. Il négocie avec Don Vargas. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les Espagnols, sur la petite île, il y avait à peu près 150... Voilà, c'est Kherdin, quel homme, il est magnifique. Ouais. Donc, lui, il négocie. Il commence par la diplomatie. Pendant 2 mois, il essaie de négocier. Il leur demande une réédition. Il leur demande de prendre leur matériel et de repartir en Espagne et tout. Ils n'acceptent pas. Don Vargas n'accepte pas. Et donc ils insistent, il y a des échanges entre deux. Jamal Kbir, le pauvre, se reçoit des canons, il est détruit à moitié. Et Kherdin réussit, avec bien sûr son armée, à faire tomber la forteresse. Ouais. Et il s'en empare, et il réunit tout le monde. Et la moitié des soldats espagnols, c'est ce qu'on voit, le pénon. Voilà, et voilà, donc on le voit de loin. Exactement, on le voit de loin. Bien dressé. Voilà, c'est une colonne qui résiste. Voilà, un bastion qui résiste, une tour que Kherdin a conservée. Donc, il récupère à peu près un peu plus d'une cinquantaine de militaires. Il y a des femmes, il y a des enfants. Ils deviennent tous esclaves, bien sûr. Il demande à Don Vargas de renoncer à sa patrie et de devenir algérien. Il refuse. Il est livré à la bastonnade, il meurt. Qu'est-ce qu'il fait, Kherdin? Il démolit donc la forteresse espagnole et il prend les débris et il construit la jetée. D'ailleurs, elle s'appelle la jetée de Kherdin. Voilà. Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés au cours des années. Et donc des choses ont été rajoutées. Il y a même une chapelle qui existe toujours, je crois, qui porte l'inscription. On va voir d'ailleurs un extrait du premier documentaire que vous avez donc trouvé. Ça, c'est joli, celle-là. Oui, alors c'est du photographe Ferruq Toumi. Et ça, c'est vu du phare. C'est un photographe passionné, exactement. C'est le pénon d'Alger, le phare. Le magnifique. Magnifique. Construit avec les débris. D'accord. Je veux dire le reste, la colonne est restée, elle a existé. Très bien. Alors on va voir ensemble un extrait donc, de ce documentaire intitulé Millénaire d'Alger, chef-d'œuvre d'Algérie, c'est ça? Oui, civilisation musulmane. Exactement. On y va, à travers cet extrait. Produit par la télévision algérienne. Produit par la télévision algérienne. موت عروج خلفه أخوه خير الدين وفي سنة 1524 أي بعد 6 سنين من وفاة عروج استطاع أخوه خير الدين أن يقضي نهائيا على بقايا مواقع النفوذ الأسباني في الجزائر وتدمير تحصيناتهم على الساحل الجزائري وبهذا نال خير الدين سمعة كبيرة في الجزائر وارتبط اسمه بالانتصارات الباهرة التي حققها الجيش الجزائري ضد محاولات التسلل الأسباني وهكذا بدأ عهد الحكم التركي الذي سيستمر لمدة 3 قرون في الجزائر واستمرت معه هيمنة الأتراك على البحر الأبيض المتوسط وتحطمت تحصينات الإسبان ومواقعهم عن آخرها وبواسطة ما تبقى من صخور هذه التحصينات التي أقيمت على إحدى الجزر الصغيرة على الشاطئ تم ربط الجزيرة بأرض العاصمة وبهذه الطريقة خرج إلى الوجود ميناء الجزائر الذي كانت تنطلق منه الأساطيل الجزائرية التي هزت منطقة البحر الأبيض وأوروبا عدة قرون. Voilà, c'était donc des archives de la télévision algérienne où on parlait donc de ce fort millénaire qui date depuis très longtemps, 3 siècles déjà, et qui est toujours en place, debout. Oui. Incroyable. Oui, avant c'était accessible. Exactement, l'amirauté était accessible et les gens d'Alger pouvaient, enfin tous les gens qui se présentaient là-bas, pouvaient faire de la voile, visiter, faire de l'aviron, c'était très bien. Et puis malheureusement dans les années 90, il a été fermé. Ou du moins, il a été réquisitionné par l'armée algérienne. Fermé au public. Fermé au public, exactement. Il y a un musée de la marine. Bien sûr, quelques exceptions où avec des autorisations, on peut y accéder. Bien sûr. J'aimerais bien qu'il réouvre. Il était ouvert au public. Pourquoi pas? Ils peuvent nous le redonner. En plus, c'est juste sur le front de mer. C'est magnifique. D'accord. Il y a un port de plaisance, en fait. On l'a vu sur la photo tout à l'heure. Ça serait bien qu'on puisse prendre le bateau. Alors, on va continuer. On va voir aussi un autre extrait, c'est cela. Oui. Alors, ça encore, ce qui a fait donc la célébrité
de ce film, la célébrité de ce phare aussi. C'est un grand monsieur qui a marqué, bien sûr, le cinéma. Qui a marqué le cinéma, mais aussi qui a marqué l'esprit et l'âme de la Casbah. Oui. C'est Momo. C'est Brahim Brahimi. Exactement, qui lui est une personnalité exceptionnelle. Et cette personnalité a transparé dans le film de Mohamed Zinet. L'unique film de Mohamed Zinet. Exactement, qui a mis longtemps à être projeté, qui a été une commande de la mairie d'Alger. Qui a été un chef-d'œuvre aussi. C'est un chef-d'œuvre. Ça reste un chef-d'œuvre parce qu'il n'y a pas eu de film de la thématique et de cette qualité depuis très longtemps. Et en fait, c'était une commande de la mairie d'Alger pour... il était censé être un film documentaire touristique. C'était juste après la guerre, la fin des années 60. C'était une carte postale pour attirer les touristes en Algérie. Mais bon, ça n'a pas été exactement le cas du film. Mais il est très représentatif de l'esprit des Algérois à l'époque. Et donc, c'était après la guerre. Donc, il y avait encore les traces de la guerre jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, ce qui s'est passé. Et Momo était un amoureux obsessionnel de la Casbah, de la baie d'Alger. On le voit dans ce film. Formidable narrateur. Exactement. Et il parle du môle. Le môle, c'est ce qu'il y a juste en dessous du fanal, donc du phare. Et lui, il en parle dans le film et il lui dédie un poème. Puisqu'il est poète aussi. Voilà. Apnéiste. Un grand apnéiste algérien, Momo, qui avait bien sûr plusieurs cordes à son arc. Un soufi. Bien sûr, tout à fait. On va le voir dans cet extrait que vous avez choisi du film donc, de Mohamed Zinet, Tahia Yadidou. Un très bel hommage aussi au phare, comme à ce grand monsieur. Et à Alger. On y va. Exact. Voilà un très bel extrait. On revoit avec grand plaisir Momo interprétant Ya Bahjati. C'est tellement beau et très puissant aussi comme message. Exact, un très bel hommage à Al-Bahja, à Alger, à et la on voit Casbah. bien le phare. On le voit très bien, le pénon. Donc le phare d'Alger et la jetée. Et en fait, la construction de ce pénon ou de cette jetée, c'est le premier port d'Alger. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux par la suite, mais c'est lui la base, l'origine. Et il faut savoir que l'origine du nom d'Alger aussi prend naissance à ce moment-là, puisque les quatre petits îlots, c'était El Jaziras ou El Jazair, et ensuite ça a donné l'Algérie quand il a relié. C'est devenu une presqu'île, alors qu'il y avait les petites îles au départ. Voilà. Et donc, juste peut-être une information, en 1542, il y a des travaux qui sont réalisés par un Vénitien, et il prend un autre nom. C'était Baba Merzouk, le père Fortuné, pardon. C'est plutôt ça. Et plus tard, il y a eu aussi 2 tours de construite et le fanal a été mis en place. Le fanal mis en place par Khaireddin était, on va dire, archaïque. Il était pas de cette envergure. Il a été rajouté bien plus tard. C'est peut-être le nom donc, de ce fameux canon aussi, Baba Merzouk. Oui. Oui. Qu'on voudrait récupérer aussi. Qu'on voudrait récupérer, exactement. C'est ça. Enfin, on voudrait récupérer tout le patrimoine qui a été emporté pendant la colonisation. Il y a pas mal de choses. Et ça serait bien pour l'histoire, pour nous, pour notre patrimoine, les avoir dans nos propres musées. Tout à fait, dans nos propres musées, exactement. Alors en tout cas, on a bien voyagé ce matin avec vous. On a pu aller dans les années 1500, c'est cela, très très loin, pour revoir que finalement, malgré le passage du temps, il est debout. Voilà. Il est en bonne santé. Ce phare est debout, toujours en bonne santé. Il y a un musée de la marine qu'on peut visiter, mais il faut savoir que l'armée, même si c'est elle qui occupe maintenant les lieux, on peut le voir. On peut très bien voir la jetée, on peut voir le port de plaisance, enfin, ce qui était un port de plaisance avant, et on peut voir le fanal et en prendre de très belles photos, comme on a vu tout à l'heure de Farouk Toumi, du passionné photographe Farouk Toumi. Il y a une belle bibliographie autour donc, de ce phare. Oui. Vous avez pu trouver de belles choses? Oui, il y a de très belles choses. Il y a encore des inscriptions sur place, il y a même des inscriptions romaines qui existent, puisqu'il y a eu Icosium par le passé. Il y a une inscription faite par le dernier pacha d'Alger. Enfin, il y a des choses à découvrir et nous, on espère vraiment que ça soit réouvert au public. Inch'Allah, pourquoi pas. Et puis, sinon, pour tous les passionnés des phares du monde entier, celui-ci est une pépite et une merveille pour tous ces passionnés qui s'intéressent de très près aux phares, parce qu'il y a des véritables collections
collectionneurs, enfin pas collectionneurs, mais surtout passionnés, hein, donc des phares du monde entier. Et rajouter peut-être qu'à l'époque de la régence ottomane de Khaldun, quand il a pris possession de cette île et qu'il a réuni les 4 îlots, c'est devenu déjà l'Algérie était un empire à l'époque, c'est devenu une puissance puisque plus personne ne pouvait arriver. Exactement, sans être vu, sans être vu et sans être pris. Voilà. Et puis bah oui, ça faisait partie de ces, comme on les appelait à l'époque, les ports aux mouches. C'est de véritables forteresses qui permettaient bien sûr aux Algériens de pouvoir voir de très loin donc l'ennemi arriver et de pouvoir bien sûr l'arrêter dans leur chance. On a donné chance. Voilà. Avant de tomber dans les guet-apens des Occidentaux, des Européens, enfin dans le bassin méditerranéen, de l'autre côté, cette fois-ci, c'était les corsaires, les Ottomans, les Algériens qui prenaient le pouvoir sur cette rive. Bravo Samira, merci beaucoup pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on a pu découvrir grâce à vous et avec vous, bien sûr, le Pénon d'Alger, le phare, bien sûr, de l'Amirauté. Merci beaucoup. Merci. Un bon voyage dans l'histoire. Et puis, à la prochaine. Inch'Allah. Une prochaine histoire. Oui. Très belle histoire. Merci Samira. Merci. Eh bien, on va continuer à vous faire donc découvrir encore une fois les savoir-faire donc des Algériens. Cette fois-ci, gros plan sur un jeune investisseur algérien qu'a rencontré pour nous Yazid Ait Mahidine. On se retrouve juste après. Aymer Riles, jeune investisseur algérien issu de la diaspora, a réussi à gratifier son parcours managérial de tous les honneurs. Après avoir réussi ses formations en gestion, l'enfant de la ville des Genêts a fait ses preuves à Paris et à Bruxelles. Ici, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait de grandes écoles. J'ai fait des écoles en Europe. Et donc là, j'ai commencé avec mes frères. Hein. Ils exerçaient déjà dans le vêtement, dans le textile. Et donc moi, quand je suis arrivé en Europe, je me suis encore persévéré dans ce secteur du textile, en restant toujours dans le même domaine. Et je me suis également réorienté dans d'autres activités. Épaulé par sa famille, Aymer Riles a investi dans le domaine des vêtements de sécurité. Ses atouts de réussite, la qualité et l'innovation. C'est des produits innovants, des produits de qualité et confort. Et anti-statique, vraiment c'est des produits... Parce que là, il y a des métiers qui se créent. Il y a beaucoup de métiers qui se créent. Donc nous, on essaie de suivre cette cadence. Il y a déjà des métiers qui existent en Europe. Ces produits existent, hein, on les a importés. Donc nous, on essaie de suivre les nouveaux métiers qui se créent dans notre pays pour justement protéger toujours le travailleur. يخدم صحور ادمينستراسيون خدامين صفقة تاع الديبو صفقة تاع البيرو صفقة تاع حانوت الحقوق نعاونوه نعاون ربو ان شاء الله يعاونوا كل المؤمنين والكل. Ce trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée demeure la parfaite illustration d'une jeunesse compétente et créatrice de richesse. En France, on a investi dans la formation. Donc on fait de la formation dans la sécurité incendie, toujours dans la protection des biens. Donc on forme nos salariés et on protège les biens et les personnes. Donc on fait de la sécurité, de la surveillance humaine. On forme également les hôtesses de l'air. On fait la formation d'hôtesses de l'air, d'hôtes de l'air, d'accueil. Donc on a un centre de formation. On vend également les produits de protection. Ce modèle de réussite intègre les meilleures normes européennes de qualité et de sécurité afin de conquérir d'autres marchés en Europe et en Afrique. En Belgique, on a une grande centrale de vente et d'achat de matières premières.
On a des produits qu'on importe depuis l'Asie et d'autres produits qui sont réalisés en Belgique et qu'on exporte vers l'Afrique. Tout à fait. Et c'est là qu'on a tout commencé. On a commencé mais en gardant notre métier qu'on a appris là à Tizi Ouzou, c'est ici que ça a commencé. C'est mon père qui a commencé à fabriquer des vêtements. Donc nous on est parti avec un métier et c'est ce métier-là qu'on a développé. On est resté toujours dans le textile. Voilà, on n'est pas sorti de la branche. Ami Margiles poursuit son petit bonhomme de chemin pour entamer une nouvelle success story. Bon vent. Et nous avions tous génie. Voilà, ce sont de beaux exemples, des initiatives et surtout des innovations dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat cette fois-ci. Ce jeune qui a bien pu réussir donc, dans le costume de sécurité et surtout le vêtement de sécurité. On a pu le voir à travers donc, ce reportage signé Yazid Aït Mahidine. Eh bien, on va voir d'autres initiatives de jeunes, une belle initiative louable cette fois-ci. Donc, un nouveau média des jeunes dédié aux jeunes. Eh bien, pour nous en parler, nous avons avec nous Kahina Amraoui. Bonjour. Bonjour Amel, merci pour votre invitation. Bienvenue parmi nous. Merci. Marhaba. Alors vous êtes donc la digne représentante de la Web TV Nejma, que vous avez baptisé Nejma, c'est cela? Effectivement, Nejma TV, oui. Exactement. Vous êtes sur le net, oui, vous êtes visible aujourd'hui, ça y est, c'est une belle aventure qui a commencé il y a quand même presque une année. C'était en mois de janvier le lancement? Oui, le lancement du projet, c'était à peu près le mois de janvier. Le lancement de la Web TV depuis, on va dire, le mois de mai à peu près qu'on a lancé les premières réalisations que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Voilà, on va le voir dans un moment. Alors vous, ce que vous m'avez dit justement, vous êtes donc aujourd'hui, vous avez fait des études interprétariat, vous avez donc investi le monde commercial, c'est cela? Oui. Vous avez fait plusieurs travaux dans ce domaine-là. Vous avez été donc, aujourd'hui, vous voulez monter une société dans le développement des ressources humaines, c'est cela? Effectivement, oui, je suis en train de lancer dans le domaine professionnel, on va dire, ma propre boîte. C'est un centre de développement de ressources humaines qui traite des sujets, on va dire, de formation, d'accompagnement, de coaching pour les cadres d'entreprise, mais aussi pour les jeunes universitaires qui s'intéressent à tout ce qui est management, communication et tous les thèmes qui sont liés. Cette Web TV va pouvoir aussi vous donner un large éventail donc des capacités de cette jeunesse, puisqu'il va y avoir aussi de la formation au sein de cette belle aventure. Effectivement. Alors, si on doit d'abord présenter, on va dire, Nejma TV, c'est une télé web qui a été lancée dans le cadre d'un projet qui s'intitule Nejma. Son but principal, c'est de rendre visible, d'encourager et de mettre de la lumière sur toutes ces initiatives qui sont entreprises par de jeunes Algériens sur le terrain à travers tout le territoire national. Effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plusieurs wilayas dans le projet. Et c'est à partir de... J'ai perdu un petit peu le fil des idées. Bah oui, c'est pour pouvoir avoir cette jeunesse dans différents domaines, surtout tous les domaines sont pris, hein, que ce soit les loisirs, le sport, la culture, la physique, les sciences, etc. Effectivement, donc nous avons 6 axes, on va dire, dans lesquels les thématiques qu'on traite s'inscrivent. Donc nous avons, comme vous venez de dire, sport et loisirs, sciences et technologies, culture, citoyenneté, information et actualité qui intéressent les jeunes. Nous sommes un programme apolitique, par contre, on ne sait pas vraiment ce qui nous intéresse. Ouais. On est là plus pour apporter une valeur ajoutée, montrer les bons exemples pour dire assez parler d'obstacles et de difficultés. Nous avons des exemples de personnes qui ont réussi avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de volonté. Et ça sera l'occasion pour ces jeunes de pouvoir aussi s'évaluer, être évalués par des professionnels et pouvoir aussi définir peut-être leur voie aussi prochainement. Effectivement, donc il y avait une phase de présélection, c'est 5 membres par association. Oui. Nous avons 5 associations, une sur Alger, à Jeunesse, nous avons l'association Bouchtaville de Béjaïa, nous avons ADM de Bouira, nous avons CMS de Tlemcen et Cèdre de Khanchla, c'est les associations qui ont été sélectionnées. Chaque association participe avec 5 personnes et ces personnes vont bénéficier d'encadrement, d'orientation, mais aussi de formation sur tout ce qui est technique de rédaction web, par exemple, de montage, de prise de plan, d'écriture de script. Donc, ça ne peut être que bénéfique, que ce soit sur leur... Et vous en êtes
vous les initiateurs, puisque vous représentez l'association Agir de Bouira. C'est une association qui existe depuis assez longtemps. Oui, un peu plus d'une dizaine d'années. Nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de travail avec les jeunes. Notamment dans l'écologie. Effectivement, dans l'environnement, dans la citoyenneté. Nous essayons en fait d'armer les jeunes pour leur dire que c'est tout à fait possible d'apporter un plus, de faire des choses positives et de... Il faut en avoir l'initiative ou en prendre des initiatives comme ça, individuelles, pouvoir être... Ce sont des initiatives louables qui peuvent aussi apporter une plus-value à notre pays. Effectivement, c'est ça le but principal, c'est de dire qu'individuellement, par groupe ou par association, on peut tout à fait développer sa localité, son environnement direct, apporter des plus, changer ce qui plaît pas, on va dire. Et puis sur le grand échelle, c'est développer l'Algérie. D'ailleurs, c'est de là que vient la nomination, on va dire, du projet et de la télévision, Nejma. C'est pour dire que Nejma est ici pour rendre visible, pour illuminer, pour guider, pour donner l'exemple. Mais aussi, toutes ces personnes, ce sont des étoiles. C'est des étoiles qui brillent un peu partout. Voilà, et qui font qu'on aura une Algérie, Inch'Allah, de jeunes. Comment est-ce que vous avez réussi à contaminer toutes ces associations qui travaillent en corrélation avec vous? C'est 7 associations ou 5? 5 actuellement. La présélection, on était à 8. Actuellement, on est à 5 associations. Nous avons beaucoup travaillé sur le tissu associatif. D'ailleurs, on a fini il y a 2 ans, je pense, un projet qui s'appelait Algérien 2.0. Et c'est un projet qui visait vraiment à tisser un lien entre les associations et de dire qu'ensemble, on peut faire encore des choses plus grandes et plus louables. Donc, il y a beaucoup d'associations qui nous connaissent. Et puis après, on a lancé un appel et dire, voilà, on est en train de lancer un projet. Les personnes ou les associations qui ont des cellules audiovisuelles et qui désirent participer sont les bienvenus. On avait des critères, bien sûr, de sélection, de présélection avant et puis après de sélection. Très bien. Ben, on va voir cette démonstration puisque vous nous avez envoyé la vidéo de présentation donc, de la Web TV, donc Nejma. On y va à travers ces présentations de ces différents jeunes des 4 coins du pays. Regardez. Agir, an Algerian organization that aims to develop those skills and capacities that will open the door to a new era full of opportunities. Un programme à la télé, émission, reportage, interview, podcast, tout cela. مرحبا يسون غير تدوين تنوين سكسس ديزات ذا سداوان دي تسداوي المولود نظم عمار ذاكي نخدم للفاج دي كابرا. مرحبا نجمة تيفي. مرحبا بكم في نوفو بروغرام تاع نجمة تيفي جمعيتكم. بريزيدون اسوسياسيون سيفيزم اي توريزم تاع رانا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بين هذه الورود في حصة المحشوم. الزود في الأول مرحبا بكم معنا في نجمة تيفي وفي حلقة جديدة من برنامجكم مواهب ديزل. رحلتنا اليوم غادي تبدا مع واحد الفنان من ولاية تلمسان بالضبط مدينة الرمشي. هاي واسمي مريم واليوم راني في مقر Algerian Black Pearl. سيدان إلياس طالب جامعي بجامعة الجزائر 3 كلية الإعلام والاتصال. القاروس 21 إديوين أيسلغون إيمون قار الملتي ميديا. القلوب عين ميمون الهبال لا ناطير. الزوف الأول هاشمي سايمون بالاسوسياسيون أين إي دو ليكيب نجمة. راهي رجعت لكم جمعية الاستثمار الفكري للعطاء الإنساني. مرحبا بكم في إبيزود جديد من لا ريبريك ضد دي زد إكسبلور في نجمة تيفي. نجمة ستفجر المواهب الشبانية الجزائرية لترتقي ولتكون بداية طريق جديدة للأفراد خاصة والمجتمع بصفة عامة. Voilà, on a pu voir donc cette présentation. Donc, ce sont les membres donc, des associations qu'on retrouve sur cette web. Ce sont donc des journalistes. Ils se mettent dans la peau donc, de journalistes et pour faire découvrir leur région, leur richesse et surtout les talents des jeunes Algériens. Effectivement, donc le travail, en fait, on a choisi comme ça différentes wilayas pour faire un travail de proximité. Donc chaque association participe avec 5 personnes, en plus de l'équipe de Agir aussi qui est derrière Nejma TV. Donc tous ces jeunes, une trentaine, on va dire à peu près, voire 35 personnes, qui sont en train d'y aller vers le terrain, chercher des initiatives, faire les interviews, préparer les vidéos et puis après passer à la partie diffusion. Donc, c'est toute cette équipe qui est en train de travailler derrière. Beaucoup d'énergie, on les voit, ils sont très énergiques, ils ont envie de faire donc, de belles choses et faire découvrir surtout de belles choses. Ça, ce n'est que la présentation. Il va y avoir donc la partie reportage, la partie aussi écriture, la partie visible aussi donc, de leur travail. Exactement, donc ils font le travail depuis le début, c'est-à-dire écriture de script. Bon, nous avons une direction, on va dire, de projet Nejma
là qui sert, on va dire, à orienter et à donner des conseils, à corriger ce qui n'est pas bien fait. Mais après, eux, ils finalisent le travail jusqu'au bout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et bien sûr, ça sera validé par des professionnels. Et à quel moment il va y avoir cette formation continue? En fait, c'était prévu qu'on la fasse. On est dans l'étape de formation, malheureusement, à cause de la crise sanitaire actuelle et de toutes les restrictions, on a été bloqué. Mais c'était prévu qu'il y ait juste après la phase sélection, une phase formation pour leur permettre d'acquérir, on va dire, les techniques professionnelles. Parce qu'ici, c'est des personnes qui n'ont jamais fait, certaines d'entre eux n'ont jamais fait d'audiovisuel. Donc, de les aider à acquérir les techniques de base en moins. J'espère que on a pensé à faire des formations en ligne. C'est pas évident pour des formations techniques comme le montage et tout ça. Il faut qu'il y ait du présentiel. On espère que ça va se débloquer très rapidement. Il faudrait avoir bien sûr acquérir de la pratique surtout. Effectivement. Pouvoir pratiquer. Et c'est ce qu'on se disait. On se disait que déjà le travail qu'ils sont en train de réaliser sur le terrain, c'est une formation en elle-même. C'est-à-dire ils sont en train d'apprendre sur le tas et de se corriger quand on fait des remarques au niveau de la direction, donc c'est déjà la première formation. Alors, que va devenir la Web TV à la fin du projet? On espère qu'elle va durer. Actuellement, nous avons une page, d'ailleurs, c'est l'occasion pour dire que nous avons la page officielle, c'est une page Facebook, c'est Nejma TV tout simplement, donc un EDG EMT TV, vous allez trouver. J'invite les gens qui ne connaissent pas à y aller découvrir, à aimer, à partager pour la rendre visible et permettre aux personnes qui veulent faire connaître leur réalisation et leur création de prendre contact avec nous. Le projet est censé se terminer le mois de décembre, mais la télévision web pour nous elle va durer encore et encore. Nous aspirons à avoir notre propre plateforme et notre page, on va dire notre site officiel pour permettre de continuer la diffusion et d'y aller sur un autre, on va dire peut-être stand. Voilà, alors une télévision qui a pour objet d'être pratiquement généraliste puisque vous touchez un petit peu à tous les domaines, excepté donc la politique, vous touchez un petit peu aux sciences. Aujourd'hui on parle beaucoup de sciences, la recherche. La crise sanitaire, je vous avais posé la question, est-ce que vous avez touché un petit peu à ce domaine-là? Vous m'avez dit pas encore, pas vraiment. Pas directement, mais on essaie à chaque fois qu'on réalise une vidéo avec de jeunes talents, avec des personnes qui sont en train de faire des projets, de savoir comment ils étaient affectés, on va dire, par la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui a changé, comment ils sont en train de vivre la chose, comment ils avancent actuellement et quels sont leurs projets. Donc, dans ce sens, oui, on est en train de traiter dans chacune pratiquement de nos vidéos, mais on n'a pas traité directement le sujet, sauf au début, on a fait des productions qui parlaient de solidarité. Donc toutes ces actions qui ont été entreprises par des associations et par des jeunes pour donner un coup de main, pour aider, que ce soit pour la production. Elles ont été nombreuses, justement, l'implication de la société civile et surtout donc des associations envers la société civile ont été vraiment extraordinaires et ça continue. Vous allez en avoir de beaux exemples, Inch'Allah. Alors de nombreuses associations qui représentent un petit peu les différentes régions d'Algérie, en fait notamment 5 grandes villes, c'est ça. Donc, il y aura donc Alger, Bouira, Béjaïa, Khanchla et Tlemcen. Voilà. Pour le moment, en plus un échantillonnage de ce qui se fait ici en Algérie, en attendant d'aller peut-être vous élargir un peu plus, notamment dans le sud du pays, pourquoi pas. Effectivement, c'est ça l'objectif. On aurait vraiment on aurait aimé avoir des associations qui se présentent du sud. Ce n'a pas été le cas. On espère que pour le futur, Inch'Allah, comme vous dites, avoir plusieurs associations de plusieurs wilayas, de plusieurs régions de l'Algérie. Peut-être après votre passage sur notre plateau. Je l'espère. Inch'Allah. Et puis pourquoi pas être plus visible sur le net pour pouvoir avoir un maximum donc, de vues et de personnes qui vont adhérer à votre page, surtout et votre web TV. Effectivement. Donc je réinvite les personnes à y aller visiter, à aimer, à partager et faire découvrir la page aux jeunes qui ne connaissent pas encore. Voilà. En tout cas, ça a été donc pour nous l'occasion de faire connaissance avec cette jeunesse surtout, et surtout ces initiatives. C'est l'été, c'est aussi l'occasion pour vous de faire un gros plan sur l'occupation de nos jeunes et les faire travailler sur différents peut-être sujets aujourd'hui
qui touchent l'actualité. Effectivement, bon, par rapport à la saison estivale, par exemple, on a traité des sujets comme les incendies des forêts, comme la baignade interdite. C'est pour un petit peu sensibiliser, apporter aussi un plus à ces deux grands sujets qui reviennent chaque été. Voilà. Et vous avez cette lourde tâche de pouvoir endosser aussi le rôle d'information surtout et de sensibilisation de la population, puisque vous allez vers les autres, carrément sur le terrain. Effectivement, donc il y a un très grand travail qui est fait dans ce sens. Ce qui est bien, c'est que déjà les associations qui sont en train de produire sont des associations actives sur le terrain. Voilà, donc c'est déjà des associations qui réalisent des choses, que ce soit des campagnes de sensibilisation ou carrément des projets. Donc Nejma, c'est un outil qui va les aider à promouvoir davantage ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi de faire connaître les autres associations qui travaillent à proximité d'eux, et pourquoi ne pas travailler ensemble pour y avoir encore plus d'impact, on va dire, sur la société. Alors, ce sont donc des représentants de différentes associations, bien sûr, vous les avez cités tout à l'heure. Pour la plupart, ce sont des étudiants, ce sont des salariés? Effectivement, pour la plupart, c'est des étudiants. La tranche d'âge, vraiment, elle est entre, on va dire, 18 et 25 ans. Ils sont jeunes, on les a vus. Ils sont filles, très garçons. Jeunes. Voilà, filles, garçons. On voulait avoir vraiment des groupes hétérogènes qui se complètent, on va dire, entre eux. Donc, il y a certains qui sont balèzes dans un côté et d'autres dans d'autres côtés, pour avoir des vidéos, on va dire, innovantes, nouvelles, fraîches et plaisantes à voir. En tout cas, on a été ravis de faire connaissance et avec la Web TV Nejma et avec vous aussi, qu'on a donc pu découvrir à travers votre intervention. Je rappelle, Kahina Amraoui, vous êtes donc responsable de la Web TV Nejma. Merci d'avoir été parmi nous. Un dernier mot. Merci à vous. Je salue toute l'équipe qui est derrière le projet Nejma, les associations, l'association Agir, les différentes associations qui sont en train de travailler derrière. Et puis peut-être un salut à mes enfants, Kenzie et Mayar. Peut-être ils sont en train de regarder. Et puis voilà, juste j'aimerais encourager les jeunes qui sont en train de travailler, et puis dire à ceux qui n'arrivent pas, soit par manque de moyens ou soit parce qu'ils n'y croient pas, que c'est possible. Il suffit de nous suivre, de voir tous les exemples qu'ils sont en train de montrer pour on va dire, retrouver cette énergie ou cette volonté de faire et d'y aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses objectifs. Merci beaucoup Kahina, et puis bonne chance à vous pour cette belle aventure de Web TV. Merci. Et puis bonne chance également pour en tout cas votre projet du développement en ressources humaines. À très bientôt. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme que nous avons choisi pour vous. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt. On se quitte avec bien sûr le grand interprète de la chanson Sha'bi, Amr Zahil à travers ses rythmes. Bien sûr, on terminera le générique avec lui. Eh bien, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.